Merci beaucoup, merci. Donc nous finissons la journée avec le dernier débat. Intelligence artificielle, quelle liberté de décision nous restera-t-il? Malheureusement, Luc Ferry ne peut pas être là parce que sa mère de 93 ans s'est blessée en tombant. Il est donc dans le train pour aller l'hospitaliser dans le sud de la France. Il s'excuse 1000 fois, mais voilà, ce sont les aléas de la vie. Oui. Tu veux te mettre là? Tu veux te mettre là? Oui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est parti, intelligence artificielle, je suis content parce que c'est ma seule chance. Deuxième chose, on va un peu motiver l'affaire, c'est que la question directement posée, c'est de savoir si dans 2, 3, 4, 5 ans maximum, vous aurez encore un métier où vous servirez absolument plus à rien. Donc, préparez-vous à lire des livres, et notamment les miens, car j'ai des grands-enfants, donc beaucoup de frais. Alors, je voudrais vous dire ce qui est en train de se passer ici, avec une table ronde absolument magnifique, qui va un peu expliquer notre avenir. Et on commence directement par un financier qui a un prénom inouï, un prénom de théâtre. La finance qui a été mon premier métier, j'aurais dû, parce que bon, ça aurait été mieux. Et il s'appelle Gonzague. Gonzague, on en est où dans la finance? Est-ce qu'il y a encore des financiers ou est-ce qu'il y a que des machines? Je ne dis pas que les financiers n'ont pas de cœur, je dis est-ce qu'il y a encore des financiers? J'ai bien compris la question. Première chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que la finance dispose de très grands moyens. Donc elle est probablement le secteur à la pointe de l'innovation et de la technologie. Elle n'hésitera en rien, ils ont les capitaux pour le faire, et dès qu'ils peuvent trouver une niche et immédiatement se jeter sur la niche parce que c'est l'appât du gain, par définition, ça devient, entre guillemets, presque illimité. Donc, oui, tu as raison, les marchés ont changé. Les marchés ont changé, mais ce que vous ne voyez pas autour de vous, probablement, c'est par exemple quand vous rentrez le soir et puis vous regardez, tiens, mon portefeuille boursier, qu'est-ce qui s'est passé? Le journaliste va commenter, mais il n'en sait rien. 50 à 70% des volumes aujourd'hui sont faits par des algorithmes. Ce sont eux qui travaillent le marché à leur façon. Et ça peut être totalement déconnecté des fondamentaux. Donc derrière, on va vous trouver une explication parce qu'il y avait l'article dans le Financial Times ou parce que tel membre de telle banque centrale a dit quelque chose, mais pas du tout. Ça s'est déclenché à 9h35 parce qu'ils ont donné le feu vert à 9h35 et ils ont travaillé le marché à leur façon. Alors, effectivement, de notre façon, pour opérer, on est obligé de repérer l'ennemi, d'essayer de comprendre comment il fonctionne, sachant néanmoins qu'il est variable. Donc il va instaurer momentanément une relation avec le dollar, une relation avec le pétrole, qui est totalement déconnectée de toute réalité, mais c'est ainsi. Ou une relation avec les taux d'intérêt qui vont impacter les banques, etc. Ça, c'est la bourse d'aujourd'hui. La question, c'est, est-ce que c'est du bruit ou du réel? La théorie, ce serait qu'à terme, ce soit du bruit. Je me souviens, j'avais rencontré un directeur financier d'une société cotée, j'avais adoré sa métaphore, il disait, Gonzague, tu vois, ça c'est mon titre en bourse, on part de là, je vais là. Et puis, tu vois, quand je promène mon chien, ben, il se balade. Et c'est le marché. Il a raison. Tu me diras, c'est normal puisque c'est une niche. On peut le prendre comme ça. Il y a juste une question. Quelle est la taille de la laisse et quelle est la résistance de la laisse? C'est ça, si tu veux, l'étape suivante. Alors, en l'état actuel des choses, il est clair que sont apparus les algorithmes, le high frequency trading, les modèles systématiques, des tas de noms complexes, de bestioles extrêmement complexes, qui correspondent à d'autres types de fonds. Je ne vais pas vous saouler avec ça, les smart beta, les risk parity funds. La finance est géniale pour trouver toujours des innovations. Ça ne l'a pas empêché d'aller dans le mur en 2008. Je ne dis pas qu'elle ira encore, c'est des choses qu'on verra, mais elle profite de toute cette innovation. À partir de là, on parle de deux choses. À l'époque, on disait gestion discrétionnaire contre gestion systématique. Discrétionnaire, c'est nous, c'est le bon vieux gars qui a ses idées de marché. Systématique, c'est l'ordinateur. Il y a toujours eu ce combat, parce qu'il ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, on parle même de gestion passive, il n'y a plus personne dans l'avion, et de gestion active. Et ce sont des milliards qui sont injectés là-dedans. Donc effectivement, pour répondre à ta question, dans notre secteur, c'est un peu David contre Goliath.
Et David, pour l'instant, perd beaucoup de terrain. C'est un tsunami, c'est-à-dire que l'ensemble des grands fonds pour lesquels j'avais du respect, on peut admirer un footballeur, un pilote de Formule 1, moi il se trouve que j'admirais certains très grands traders qui ont eu des performances étonnantes dans le passé et qui ne performent plus. C'est des gens qui sont là, ils n'ont pas de besoin financier, ils pourraient se permettre de s'arrêter, mais il se trouve simplement que ça ne fonctionne plus et leurs performances sont totalement en deçà de ce qu'on pourrait attendre. Alors, ils virent et ils remplacent par des ordinateurs. Et je donnerai un seul mot, c'était ce matin, dans la presse, Man Group, qui est un très grand fonds, 85 milliards de dollars, dit la chose suivante, 50% je le laisse encore aux hommes, discrétionnaires, 50% je le mets en algorithme, donc informatique, et dans ces 50, j'en mets 50 en intelligence artificielle. Donc, la bestiole arrive. Après, je vais laisser les uns et les autres s'exprimer parce que c'est un grand sujet. C'est quoi l'intelligence artificielle? Et y compris dans la finance. Tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est quand on dînait avec Luc Ferry, il avait parlé des fintech, ce fameux truc, les robots, où il va vous diagnostiquer, espérance de vie, vous êtes fumeur, pas fumeur, vos enfants, vos machins, papa, etc. Ok, fine. Voici comment votre portefeuille devrait être pour votre retraite plus tard, si elle était par capitalisation. Mais ça, c'est jamais que de l'économétrie, si vous voulez, de série temporelle. C'est que du calcul. Un homme pourrait le faire, sauf que ça vient aider. On est dans le domaine de l'algorithme. On n'est pas du tout dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et nombre de choses ne le sont pas encore. C'est là où il ne faut pas confondre. C'est ce qu'on appelle dans notre métier le data mining. C'est-à-dire, je récolte des séries de chiffres, d'informations, je les compule, je les tourne et j'en déduis un certain nombre de choses. Très bien. Mais on n'est pas encore dans l'ordinateur qui auto-apprend, tel que le définit d'ailleurs Mann, puisque l'homme intervient encore et on n'est pas dans la deuxième série qui est en train d'arriver et dont j'aimerais parler tout à l'heure, mais je veux peut-être... Est-ce que tu pourrais nous donner un ordre de grandeur de la volatilité des actions? Combien de temps on gardait les actions, combien on les garde maintenant? Parce qu'on va parler beaucoup du temps aussi dans cette affaire. Oui. Ben, tu sais, tu as des animaux nouveaux comme le high frequency. Le high frequency, c'est quoi? Il y a un fonds qui est extraordinaire qui s'appelle Renaissance. Ils font en moyenne 40% par an depuis plus de 10 ans. Croyez-le, c'est vrai. À tel point qu'ils ont viré tous leurs clients et qu'ils ne gèrent que pour eux. Et on parle en milliards. Pas en milliards. Mais alors, là, il y a juste un élément qui me fait assez marrer. J'ai réfléchi un peu à ça. Oui. Il y a les bagnoles, on va très bientôt plus avoir le droit de les conduire. Donc, il y aura les bagnoles sans conducteur. Et puis, après, sans voyageurs non plus, puisque ça fait chier, il ne restera que les embouteillages de bagnoles vides. C'est un peu la même chose. Non. Alors, le problème de la finance... Plein humanisme, là, vous voyez. On restera à Cham, mais Cham, au lieu de durer 2 jours, ça va durer 365 jours parce qu'on n'aura plus rien à foutre. Alors, la finance, c'est différent parce que... Alors, je ne dirais pas que c'est un jeu à somme nulle, puisqu'on sait très bien qu'en domaine boursier, je te donne une pomme, je te la vends 100, tu me la revends 150, 200. Donc, finalement, on fait l'échelle et on s'auto-enrichit. Il y a des manques à gagner. Mais en fait, de façon un peu plus complexe, il y a des perdants et des gagnants. Donc, on ne peut pas optimiser comme la voiture, si tu veux, sans conducteur, parce que ça veut dire qu'on va tous dans la même direction. Donc, ça veut dire que la niche, c'est-à-dire qu'on en est au stade déjà où les robots s'autodétruisent. Si j'ai une niche que j'ai repérée telle, ce qu'on appelle dans notre jargon pattern, tel phénomène, je vais aller dessus, mais il va être repéré, donc je ne suis plus le seul, donc les marges baissent, etc. Donc, encore une fois... C'est vraiment l'extrémité de la prédiction créatrice qui se tue elle-même. N'oublie pas que... elle va s'autodétruire. C'est la théorie générale du suicide, c'est le top. Mais tant que je gagne, je joue, finalement, c'est ça, et je repasse au thème suivant et j'y vais. Donc, il y a une déformation totale des marchés, telle que nombre de gérants que je qualifierais à l'ancienne ne reconnaissent plus leur bébé. Ils sont, et je ne vais pas rentrer parce que ce serait très long, mais ils sont totalement déformés. Il n'en demeure pas moins qu'ils sont sujets à des pépins. Je vais en citer 2 ou 3 que Guy aimait bien. C'est 2014, un Twitter sort, Obama, attentat. Fake, donc un faux Twitter. Sauf que ces ordinateurs, moi je n'ai pas le temps de regarder la news, il est déjà lu, ils ont déjà agi.
1,5% de baisse de Wall Street, c'est une capitalisation à peu près de 20 trillions. Donc on a perdu 300 milliards de dollars en quelques secondes sur info Twitter. Et c'est reparti de l'autre côté. Personne n'a vu, etc. Mais ça peut faire très mal si on est pris dedans. Il y a eu, par exemple, le flash crash de mai 2010. Les ordinateurs s'emballent. Quelqu'un a été accusé, à tort ou à raison, ça reste un débat. Je pense qu'il a servi un petit peu de... Il fallait un coupable, quelque part. C'est un Anglais. Et c'est vrai, pour parler de temps, tu vas être beaucoup plus choqué que tu ne le pensais. Son ordinateur, en 2 heures, avait passé 10 000 ordres sur le plus grand marché au monde, qui est le S&P 500, qui est le plus grand indice, si tu veux. Il avait passé 10 000 ordres, qui était une manipulation de marché. Et la bourse ce jour-là, parce que moi, j'oublierai jamais 87, 22% dans la journée, donc j'avais 27 ans, j'oublierai jamais ce graphe qui tombe, qui n'en finit pas, c'est historique. On a vu le marché décrocher de 7%. Il n'y avait pas de fondamental, il n'y avait pas de nouvelles, il n'y avait rien. Les ordinateurs s'emballaient. Coup de chance, c'est reparti de l'autre côté. Ils ont annulé toutes les opérations qui étaient faites parce que l'ordinateur, ça évolue très vite, mais il était prêt à vendre en dessous de zéro. Il aurait vendu Procter & Gamble pour 0, Peugeot en dessous de 0 s'il pouvait, mais ben non, c'est pas possible. Donc on a tout arrêté, on a annulé, et puis ils ont pris ce jeune comme responsable. Alors pour l'anecdote, il a eu le malheur, quand les autorités américaines l'ont appelé, Chicago Board of Trade, de leur répondre, vous m'excuserez, go fuck yourself. On ne fait pas ça, aux autorités américaines. Non, ça a mis 5 ans, ils ont gelé tous ses avoirs, il a quand même fait 50 millions. Et il a été extradé aux États-Unis, et là, les chefs d'accusation, il y en a pour des dizaines et des cinquantaines d'années, il est en plein procès, etc. Mais voilà, tu as donc des effets pervers, et il y en a un paquet d'autres que je ne vais pas citer. Chaque année, il y a un high frequency qui a un problème, etc. Et les marchés ont été déformés. Encore une fois, tu n'es pas dans l'intelligence artificielle pour l'instant. Tu restes dans l'algorithme et le data mining. Alors, on reviendra après sur la différence clé entre l'algorithme et l'IA et l'intelligence artificielle. Maintenant, le droit. Alors, le droit, j'ai passé 20 ans au Conseil d'État, nommé évidemment pas par le mérite, mais par la faveur, et j'ai dû quand même apprendre un peu de jurisprudence. Et donc, j'apprends que maintenant, apprendre la jurisprudence, les recueils de décisions d'administration, de droit administratif, il n'y en a plus besoin. La jurisprudence, on s'en fout. Alors, est-ce que le juge sert encore à quelque chose? Chère Marie, alors vous êtes avocate, vous allez me dire que de toute façon, les avocats vont rester nécessaires et encore plus chers, puisque, voilà, mais les juges, on s'en fout. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je vais directement à votre conclusion? Non. Bon, ouf. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, vous avez raison, l'intelligence artificielle a fait son entrée dans les cabinets d'avocats en mai 2016. ROS, qui est un algorithme qui a été développé par IBM et fondé sur Watson, arrive dans les cabinets d'avocats et tout de suite on dit « ça y est, l'avocat intelligent est arrivé, on va pouvoir être enfin tranquille ». Il va pouvoir immédiatement analyser l'ensemble de la jurisprudence et me donner à la minute une réponse et une analyse juridique. C'est vrai, sauf que ROS, ce n'est pas le métier d'avocat. Métier d'avocat, il y a un certain nombre de composantes, notamment une analyse technico-juridique, et ça part d'une analyse technico-juridique pour donner à la fin un conseil à haute valeur ajoutée. Alors, ROS, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? ROS, il va permettre d'analyser de façon excessivement rapide un ensemble de documentation juridique pour donner un premier niveau de réponse et une première lecture stratégique à l'avocat. Il va donner un certain nombre d'options avec la jurisprudence, avec les textes réglementaires, et finalement, il va prendre la place d'un super assistant ou d'un documentaliste. Toujours est-il qu'à un moment, le traitement cognitif de l'information, il reste chez l'avocat, puisque c'est l'avocat qui a la capacité d'appréhender le problème technique pour restituer au regard de son expérience, de sa sensibilité, de sa connaissance finalement fine de sa matière, qui va être capable de restituer une stratégie et de prendre, notamment si on parle d'un contentieux, la décision d'aller oui ou non devant les juges pour obtenir des dommages et intérêts ou autres. Alors, si on prend le processus, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'évolution des métiers.
Donc là, on a l'exemple même de la destruction de, disons, la classe de moyenne compétence. Classe moyenne, moyenne compétence. C'est-à-dire le documentaliste, il y en avait pas mal dans les cabinets d'avocats, au revoir, il ne sert plus à rien. Parce qu'on est ou bac plus 18 ou 0. Donc il y a les bac plus 18 et les esclaves, mais il n'y a plus rien au milieu. Alors, les esclaves, je ne sais pas ce que vous entendez. C'est moi qui dis ça, non. Mais toujours est-il qu'il y a une première révolution. Un esclave, c'est quelqu'un qui coûte moins cher qu'une machine. Il y a déjà eu une première révolution dans les cabinets d'avocats, donc ils ont quand même réussi à se redresser, qui a été la révolution liée à l'informatique, en premier point. C'est-à-dire que les avocats, jusque dans les années, on va dire 90, avaient tous une assistante personnelle. Vous aviez dans un cabinet 10 avocats et 20 assistantes qui allaient traiter toute l'information. L'intelligence artificielle, alors aujourd'hui plutôt l'algorithme d'ailleurs, plutôt que l'intelligence artificielle en tant que telle, va effectivement impacter de nouveau une catégorie de métiers juridiques, notamment les métiers du paralégal et les métiers du documentaliste. Et ces algorithmes à haute valeur ajoutée vont obliger les cabinets d'avocats à repenser leur système de management et leur système de gestion. De là à dire que la documentaliste disparaît, peut-être pas. La documentaliste va devoir apprendre à évoluer et à faire évoluer son métier en fonction de ses contraintes, parce que finalement, sur de l'apprentissage, par exemple par Watson, grâce à des données non structurées, on peut quand même avoir un certain nombre de pertes ou d'erreurs qui existent, qui doivent être validées. Et à ce moment-là, on repasse dans un processus humain et de traitement humain de l'information. Et je pense que la documentaliste va savoir se positionner si elle arrive à anticiper la révolution liée à la recherche algorithmique. C'est quand on a des discussions ensemble, notamment avec Guy, mais savoir si les robots vont détruire les médecins ou au contraire vraiment rassembler la nécessité de ce que peut pas faire une machine, donc accroître au contraire la valeur ajoutée du médecin. Donc c'est un peu exactement ce qui se passe pour vous. C'est-à-dire l'avocat pouvait être un peu moyen, c'est-à-dire voilà la jurisprudence, voilà la conclusion, ça c'est fait par la machine. Maintenant il faut adapter comme on passe de génétique à épigénétique, c'est-à-dire quel est le milieu, comment ça va, le magistrat je le connais, je l'ai vu, voilà ce qui se passe, voilà le climat général. Voilà que ça... Mais c'est déjà le cas aujourd'hui parce qu'on a constaté depuis 2-3 ans un certain nombre de legal start-up. Alors pareil, la legal start-up, elle arrive sur le marché du droit et on se dit, mon Dieu, elle va faire disparaître l'avocat. Non, elle ne fait pas disparaître l'avocat. La legal start-up, elle a la capacité de proposer, grâce à des algorithmes, la génération d'un certain nombre de documents qui sont assez automatiques. Toujours est-il qu'au moment où il y a de la valeur ajoutée, la legal startup, elle n'a pas la capacité de donner cette valeur ajoutée et de donner ce conseil affiné et affûté. Alors, donc il y a une sorte de droitissimo comme il y a doctissimo, mais ça n'a pas... Oui, droitissimo est en effet apparu. Aujourd'hui, vous avez des legal startups qui vont aider les personnes à remplir leurs formalités juridiques, administratives. Avant, elles allaient parfois voir leur avocat, leur expert comptable. Aujourd'hui, elles ont tout en ligne. Bon, ça ne nous empêche pas, en constatant ce phénomène, de repenser le métier, de se dire, ben voilà, là, effectivement, j'ai plus forcément ma place parce que ces tâches automatiques et finalement qui étaient automatisées chez moi, elles peuvent être faites par une machine. Donc, je vais aller voir ce que je peux faire d'autre et comment je peux conseiller mon client de façon plus fine et avec ma connaissance, ma compétence et mon expertise. D'accord. Alors, merci beaucoup. Alors, abordons maintenant la question de la médecine. Alors, est-ce que vous servez encore à quelque chose? J'aime bien poser ça ici. J'ai l'impression de oui, on sert. Non, mais j'ai pas d'état d'âme, on sert. Le vrai sujet, je trouve, sur l'intelligence artificielle, ça correspond à quelle médecine? Alors d'abord, je voudrais donner un petit sondage. J'ai interrogé plus de 250 étudiants, jeunes, internes, chefs de clinique, sur intelligence artificielle et médecine. Je me suis dit, les mecs, ils allaient en parler pendant des heures. Je vous assure, faites l'expérience, en dehors de quelques-uns qui s'intéressent à la génétique, c'est quand même un blanc absolument total. Et rapidement, une fois qu'on creuse, etc., on va parler un peu de robotique. Mais ça reste quand même un domaine en médecine qui est quand même... On n'est pas du tout dans la finance encore. Et quand on interroge les start-up françaises, Quantmetry ou d'autres, ils nous disent la pharmacie, c'est lent, moins 3 par rapport à la banque. Et la médecine, au jour d'aujourd'hui, les hôpitaux, on est à moins 7, moins 8. Donc on a un vrai sujet on n'a pas intégré ça du tout.
Vous prenez l'étude de médecine, jamais il n'y a rien, on en parlait ce matin, il n'y a rien sur ce sujet. Alors maintenant, l'intelligence artificielle, dans au moins son niveau algorithme ou aide, je pense qu'elle pose la question de quelle médecine. Le titre de nos tables rondes, c'est « Liberté de décision ». Ce titre m'a choqué au maximum, parce que liberté de décision, mais un médecin, il est là pour décider ou il est là pour construire une décision? Est-ce que la médecine, et notre médecine actuelle, elle a quand même une déviance à l'acte, et elle a une déviance aux relations avec le patient. Regardez l'échappement considérable sur les médecines complémentaires, parce que ce problème de la relation des équipes soignantes avec les patients, à l'heure actuelle, est largement critiqué ou considéré comme étant pas suffisamment construite. Et donc je pense que si l'intelligence artificielle, elle est là pour remplacer, elle est là pour faire de l'analyse de radio, de l'analyse d'un certain nombre d'examens, de la possibilité d'aller faire des propositions, des schémas thérapeutiques, et qu'on reste dans une logique uniquement de l'acte, oui, nous allons perdre de façon importante le rôle du docteur. En sachant que le rôle du docteur, on peut imaginer que c'est une autre vision, et que l'intelligence artificielle, c'est demain la possibilité de pouvoir avoir la liberté de construire une décision avec le patient. C'est complètement différent d'avoir la liberté de décider. Décider, un médecin, il n'est pas là pour décider, il est là pour proposer qu'on construise avec un patient. C'est plus le patient au centre, c'est le patient avec. Le patient, il vient, moi je le vois en consultation, je suis chirurgien à Gare, je m'occupe de grands handicapés, même les grands handicapés, ils vont sur Internet et ils viennent, ils ont tout regardé. Ils ont une connaissance incroyable. Donc on est là pour reconstruire. Donc finalement, l'intelligence artificielle, c'est comment va nous donner cette opportunité de se dire on est capable de construire une décision. Construire une décision, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'on est capable, par rapport à de multiples données, qui sont souvent compliquées, et l'intelligence artificielle est capable de gérer du compliqué, de nous donner des propositions de solutions. Elles sont multiples. Il n'y a jamais une solution, il n'y a pas une vérité. Et ces solutions multiples, c'est là où il y a tout l'intérêt, c'est qu'on est incapable de les connaître tous. Et on le voit, moi je ne fais que des consultations pluridisciplinaires. On est entre 5 et 10 docteurs, et on voit des gens tordus, et on prend du temps à réfléchir. Et on voit bien comment on construit, et que finalement des idées émettent, des uns et des autres. Et donc, à un moment donné, cette construction de la décision, grâce à l'intelligence artificielle, on va se dire, on n'est pas passé à côté éventuellement d'une possible solution. Parce qu'on a oublié l'article, je vous rappelle qu'il y a 3000 nouveaux articles dans PubMed tous les jours qui sont indexés. Donc, on pourrait être beaucoup plus fin dans cette construction. Et cette construction, on va le faire parce que finalement, la décision, elle est complexe. Et ça, l'intelligence artificielle a du mal à gérer cette complexité. Parce qu'il faut prendre en compte, et tu en as parlé, de multiples facteurs. De multifacteurs sociaux, écologiques, religieux, et puis il y a une notion de temps, et puis ce qu'on dit aujourd'hui, à un moment donné, n'est pas forcément le même. Une heure après, ce qu'on dit à l'aide-soignant n'est pas le même au chirurgien. Et donc je crois qu'on a une chance extraordinaire, c'est que l'intelligence artificielle, elle nous re-questionne fondamentalement sur quelle conception on a de notre médecine. Et je pense que derrière ça, il faut considérer qu'il faut, comme toujours dans les projets, il faut donner du sens. Ce n'est pas la techno. La techno, en soi, ça ne veut rien dire. C'est quelle médecine veut-on ? Est-ce que c'est cette médecine complexe où on en parlait ce matin, on va construire pour avoir de vrais contrats? Regardez ce matin, c'était passionnant la discussion qu'on a eue sur comment on évalue la satisfaction. Demain, on évalue sur du contrat. Et on commence déjà même à publier. Nous, on fait du fonctionnel, c'est peut-être un peu plus facile, mais la Goal Assessment Scaling, moi, quand j'opère une main tordue, mon contrat, c'est quoi? C'est pour mettre du vernis, ça va être pour se gratter le nez, ça va être pour pouvoir avoir une jolie main quand on promène les petits-enfants à la plage. Ça veut être quoi? On va rentrer dans une médecine de contrat, où la logique du résultat va être clé. Et on voit bien que là, on a une chance inouïe, je trouve, avec l'intelligence artificielle, de nous aider à construire la meilleure solution avec le patient. Deuxième élément, moi, que je trouve absolument passionnant, c'est la notion du temps. C'est qu'on croule tous, on a un problème majeur à l'heure actuelle, c'est le temps. Le reproche majeur des soignants, c'est manquer de temps pour être en relation avec les patients. Et les patients, ils disent on n'a plus de temps. Est-ce qu'on n'a pas une opportunité pour que l'intelligence artificielle nous amène du temps, mais pas uniquement du temps, parce qu'on va être moins devant nos ordinateurs à essayer de trouver la bonne solution. Les jeunes, ils sont tout de suite sur leur plateforme dès qu'on pose une question. Peut-être qu'on sera plus efficace, il faut qu'on trouve la solution pour gagner ce temps-là. Il y a une étude absolument passionnante du cabinet Accenture qui a montré qu'on pouvait imaginer 21% de temps médical si on avait un système qui fonctionnait de façon efficace et en du temps infirmier encore plus, pour se consacrer au vrai sujet qui est la relation. Premier sujet, le temps réel. Deuxième temps, le temps dans la tête. Pour un docteur, ce qui nous mine, enfin, je ne sais pas comment les docteurs dans la salle, comment vous êtes, moi ce qui me mine, c'est me dire je suis peut-être passé à côté d'une solution pour un patient. Et de se dire qu'on a pu à ce moment-là réfléchir souvent collectivement à la construction de cette décision est quelque chose qui permet de redonner une sérénité.
Et parce que là, c'est encore quelque chose de très intéressant, je trouve, avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle nous re-questionne sur les rapports. Finalement, nous avons construit nos organisations médicales sur celui qui a la connaissance, a le pouvoir. Mais il faut péter tout ça. C'est fini. La connaissance, on va sur une machine, elle nous donne plein de choses. On va être dans l'ère de la compétence. Et finalement, l'aide-soignant, l'AMP, il a énormément d'informations. Il peut avoir accès à l'information comme le patient. Et donc, ça redonne la possibilité d'avoir une parole collective, de donner la place à la parole de chacun. Car finalement, c'est là la complexité que nous fera pas l'intelligence artificielle, c'est que pour le patient tordu, c'est aussi important d'avoir son avis, mais éventuellement l'avis de sa petite amie, mais éventuellement l'avis de l'aidant professionnel, de l'AMP, etc. Toutes ces paroles ont un véritable poids. Et je fais le pari que si on utilise bien cette intelligence artificielle, ce temps qu'on va pouvoir recréer en redonnant une parole qui soit une parole collective, on voit bien que cette complexité, il faut que les gens puissent se parler de façon différente, non plus dans une logique hiérarchique. Donc je pense qu'on a une chance inouïe. Maintenant, on voit bien que ça bouscule, ça nous bouscule. Donc soit on subit, et on va vivre, et on va se retrouver comme voilà, la télémédecine, il y a 15 ans, à la paix, j'étais à la télémédecine, 15 ans après, on se dit, il faudrait peut-être qu'on avance sur la télémédecine. Voilà. Soit on subit la techno, soit on se dit la techno, ça réinterroge, et notamment l'intelligence artificielle, réinterroge fondamentalement le sens qu'on veut à notre médecine. Est-ce que c'est cette médecine humaniste, construite avec le patient, collective, qui se mûrit dans le temps? Et à ce moment-là, l'intelligence artificielle nous donne une opportunité absolument extraordinaire pour se poser ces questions, parce que ça donne en plus du sens. Et comme on sait, comme tu me posais la question, ça va forcément percuter les organisations, les travaux, etc., le personnel. Expliquer au personnel qu'on va réduire parce qu'on amène de l'algorithme, ça ne marche pas. Si on explique que ça va nous donner du sens, une vision d'une médecine différente, on va revenir à une vraie médecine, qui est la médecine où finalement, c'est... Voilà. Moi, je vous donne un exemple pour bien me faire comprendre. Quand je vois quelqu'un qui rentre et puis on affiche la radio, on dit, il y a de l'arthrose, on va lui mettre une prothèse. Voilà, cette médecine, c'est fini, cette médecine. Ce qui m'intéresse, c'est quand il rentre, c'est de l'entendre marcher, c'est de savoir s'il veut faire du golf, s'il veut faire de la gymnastique. C'est tout. Et puis la radio, on verra ça à la fin. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que veut le patient. Et je pense qu'on a une chance inouïe avec l'intelligence artificielle de pouvoir se dire, on a plein de solutions, ça va nous aider à construire, à redonner ce temps et à construire collectivement une décision pour le malade. Et puis enfin, je voudrais terminer un dernier point. Je pense que l'intelligence artificielle, et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse, nous, notre évolution pour l'appréhender, ça nous donne la possibilité de gérer un temps intelligent qui est sortir de la logique du temps du soin pour essayer d'avoir un temps de la prévention. Moi, j'en ai ras-le-bol et on a beaucoup de travaux en ce moment sur le monde du handicap, mais j'étais avant, je m'intéressais aux personnes âgées. On se rend compte qu'on gère le soin et on gère l'urgence. Et c'est surtout les plus vulnérables. Et moi, j'ai un espoir considérable, c'est qu'avec de l'intelligence, d'algorithmes et de l'intelligence artificielle, on est capable d'abord, et ça devrait être une de nos priorités, se dire comment ça nous permet d'accompagner les plus vulnérables, pour pouvoir anticiper et pouvoir, avec les plus vulnérables, éviter de se retrouver dans des situations gravissimes que l'on voit tous les jours, pour lesquelles un certain nombre de rapports récents ont montré leurs difficultés. Donc oui, je pense que c'est une chance considérable si on se réinterroge fondamentalement sur qu'est-ce qu'on veut comme médecine. Si on ne change pas notre médecine, on la garde comme on l'est, je pense qu'on peut effectivement, on aura des jours difficiles, on subira, et on sera dans 5 ans en train de se dire oh, c'est triste notre métier, alors qu'on a une chance considérable de pouvoir s'exploser, se faire mal à la tête et se faire plaisir, et rendre service. C'est assez fascinant ce point de vue qui est, on en parle souvent, point de vue optimiste, mais on dit tout, et les algorithmes d'abord, et puis on passe ensuite à l'intelligence artificielle, on va oublier l'humain. Or, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on est obligé de se regarder. Alors, il y avait deux comparaisons qui me venaient. C'était la reine de Blanche-Neige, qui se dit sans arrêt, je suis la plus belle, je suis le meilleur médecin du monde. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive, ben non, tu es obligé de remettre en cause parce qu'il y a un autre qui est plus belle que toi. Et tu combines ça avec ce que disait Cocteau. Méfiez-vous, les miroirs réfléchissent. Et j'ai l'impression que dans ce que tu dis, c'est vraiment ça. Et on a eu exactement la même chose. Mais la question de la finance, on y reviendra. Parce que la question du droit, c'est vraiment ça. C'est-à-dire réfléchir au fond à quoi tu sers. Tu étais dans une sorte de procédure. Et au fond, on pourrait dire que l'algorithme, c'était le monde ancien. Tu étais dans une sorte de procédure où tu étais dans ce monde-là, dévoré, et tu n'avais pas le temps de réfléchir. Donc l'algorithme, c'était le monde ancien, et pas l'algorithme nouveau qui, au contraire, redonne. Donc c'est une articulation. IBM. Alors, qu'est-ce que vous faites en ce moment ?
Parce que IBM, on a créé tout ça, etc. IBM, c'était machin. Alors, on a l'impression que vous travaillez quand même. Alors, vous en êtes où à IBM? Alors on travaille. Est-ce que vous n'êtes pas GAFA, machin, etc. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe avec IBM? On travaille. Moi, je suis encore. prêt à investir. Hein, je vends bien mon Lafontaine, donc je suis prêt. Est-ce qu'il faut que j'achète IBM? Alors ça, Non. j'en sais rien. On va demander à Gonzague. Oui, je pense qu'il est plus qualifié pour D'accord. pour Alors. répondre à cette question. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on en a eu une illustration dans le domaine du droit. Et pour revenir au propos de Philippe, auquel je souscris totalement, on essaye de se mettre au service de gens comme lui, tout simplement. C'est-à-dire qu'on essaye de construire des outils qui vont augmenter sa capacité à décider, qui vont augmenter sa capacité à intégrer l'ensemble des données qui sortent en masse de partout, des objets connectés, des publications, des réseaux sociaux, de tout ce qu'on veut, dans sa pratique médicale. Voilà, à terme, quel est le projet. Alors, on est loin d'avoir réalisé tout ça. Mais avant de rentrer dans le détail, moi, je voudrais revenir sur le titre de notre conférence, qui est « Intelligence artificielle, quelle liberté nous restera-t-il » Il y a un mot qui me tient à cœur, moi, là-dedans, et ce n'est pas intelligence artificielle, c'est le mot liberté. Pourquoi? Parce que qu'on fasse des intelligences artificielles ou d'autres choses, si ça ne sert pas à augmenter le degré de liberté des êtres humains, alors on est dans la mauvaise voie, on est en train de partir dans le n'importe quoi. Gardons en tête des principes généraux. Alors, il est tard, moi j'aimerais bien simplifier un petit peu, ça va peut-être être un peu caricatural, mais sinon on va peut-être s'endormir. Donc, gardons ces technologies au service de l'être humain. Dans ce qu'a expliqué Gonzague, il y a peut-être des questions à se poser pour les managers, dont on parlait tout à l'heure, de savoir si ce qu'ils font a réellement du sens. La liberté, finalement, c'est quoi? C'est la capacité à exercer des choix. Et ces choix, on les exerce comment? D'abord, est-ce qu'on exerce des choix ou des choix informés? Parce que si le choix, c'est de dire « t'applaudis notre ami Kim pendant qu'il fait son discours, sinon ta famille et toi, vous allez avoir des gros problèmes », c'est plus vraiment du choix. Donc il vaut mieux avoir des choix informés. Comment on fait des choix informés? On fait des choix informés si on a une intelligence. Mais comment on se sert de son intelligence? On se sert de son intelligence si on a de la connaissance et des données. Comment on apporte ces données et cette connaissance? C'est tout le débat de la formation. Il y a très longtemps, on devait avoir toutes les données dans la tête, avant l'imprimerie. Bon, vous savez, Eric, enfin tu sais, puisqu'on se tutoie, on est dans le collaboratif, là, c'est cool. Au moins, l'intelligence artificielle... Le coworking. Voilà, l'intelligence artificielle aura servi à ce que je rentre chez moi en disant « Bon, moi, je tutoie Eric Orsena, excusez-moi. » Donc, attends, tu vois, ça, franchement... C'est déjà un gain immense. Oui, bah immense. Peut-être pas pour l'humanité, mais au moins pour Demande moi. à ta femme qu'elle achète mes romans après. Oui, voilà. En général, c'est ce qui se passe, tu vois. Exactement. Contre le mari est du business et si tout va bien, la femme achète le roman. C'est un peu sexiste. Non, c'est le marché. C'est-à-dire, les 3/4 de mes lecteurs sont des lectrices et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'écris. Pardon. Alors c'est sûr que dans l'informatique, on a un petit déficit en matière de parité. J'espère que ça va se combler. Bref. Donc, c'est tout le débat de la formation et les données, on les avait au départ dans la tête. Avec l'imprimerie, déjà, il y a eu moins besoin de les avoir dans la tête et certains pensent que c'est ça qui a permis l'émergence du siècle des Lumières. Rien moins que le siècle des Lumières. Bon, maintenant, on est à l'étape supérieure. Déjà, on a Internet qui s'occupe encore mieux des données parce que par rapport aux livres, on a l'immédiateté et on a l'exhaustivité plus grande que dans n'importe laquelle des bibliothèques. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, donc, on commence à attaquer le côté connaissance. Donc, on a des outils de connaissance qui vont permettre aux professionnels d'exercer des décisions en sous-traitant une partie de la connaissance. Est-ce que pour autant, il faut déléguer ces choix à l'intelligence artificielle? Alors, personnellement, je ne serai peut-être plus chez IBM ce soir, je ne sais pas. Mais en tout cas, je réponds non, ce n'est absolument pas le but. Non, je plaisante parce qu'en fait, la vision d'IBM n'est absolument pas justement de remplacer des êtres humains, de prendre la place de leur cerveau, mais au contraire, comme je l'ai dit tout à l'heure, de proposer des outils pour, quel que soit leur métier, le faire de manière plus informée, avec plus de marge de manœuvre. Donc finalement, on va déléguer une partie de ce qu'on faisait avec notre intelligence à des outils, mais on ne va pas le faire aveuglément. On a besoin pour ça d'une nouvelle compétence que, pour ma part, j'appelle méta-intelligence. Donc, quand on avait des données sur Internet, on a besoin de métadonnées, c'est-à-dire qu'on a besoin de savoir si c'est des fake news ou pas. Je suis quand même assez surpris de voir que dans les grands cerveaux qui gèrent la finance mondiale, on ne se pose pas la question de savoir si est-ce que les données que je prends en compte sont vraies ou fausses. Le premier critère dans le big data pour savoir si, et en médecine aussi d'ailleurs, pour savoir si on fait
je vais parler franglais du bullshit, c'est-à-dire en français de la merde ou pas, c'est de savoir si les données sont merdiques ou pas. Si on ne sait pas ça, on amplifie des données sans savoir ce qu'on fait. C'est absolument hallucinant de faire ça. Donc, et en plus, c'est non seulement hallucinant, mais c'est effectivement dangereux dans le cas que tu expliquais tout à l'heure, et c'est évidemment dangereux dans le cas du traitement des patients. Donc cette position méta, finalement, on en a déjà besoin pour les données, pour savoir si sur Internet on a des fake news ou pas. Il y a des gens qui commencent à s'en occuper pour dire on va réagir à ça. Mais on aura la même chose avec les intelligences artificielles, c'est-à-dire à être capable, et on a besoin d'apprendre ça dans notre formation, d'avoir cette méta-intelligence qui nous permette de savoir à quelle intelligence, entre guillemets, artificielle on a affaire, prendre du recul et faire ses choix. On n'est pas obligé de s'adresser tout le temps à l'intelligence artificielle. Comme le disait Marie, on a parfois des résultats qui sont faux, tout simplement parce que les systèmes sont probabilistes. Donc, ils vont analyser, comme ils le peuvent, l'ensemble de la masse qu'ils ont récupérée, et ils vont donner une probabilité du bon résultat. Mais c'est peut-être, selon les cas, c'est peut-être 95%, 97%. Le vrai intérêt, c'est pas de dire est-ce que c'est la machine contre l'être humain, le vrai intérêt, c'est la machine plus l'être humain. L'un et l'autre se complètent. Marie l'a illustré en disant des juristes repassent derrière pour corriger, et Philippe l'a illustré aussi en disant moi, être humain, je suis assez rassuré finalement d'avoir quelque chose qui m'aide à vérifier que je n'ai pas oublié quelque chose, peut-être parce que ça m'est sorti de la tête à l'instant T, peut-être que j'étais fatigué, peut-être que j'avais un biais parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et du coup mon raisonnement n'était plus tout à fait objectif. Tout ça, ça peut arriver, ça nous arrive qu'on soit médecin ou pas dans la vie de tous les jours. Donc, en ayant cette position méta et en faisant des choix, on va utiliser l'intelligence artificielle de manière éclairée et si on considère que ça va nous libérer une partie de notre cerveau, ça va être très intéressant parce qu'on va pouvoir faire un siècle des lumières numériques ou digitales ou cognitives, comme vous voulez. Et comme il paraît, Guy, qu'il y a 500 décideurs dans la salle, j'espère que tous les gens qui sont dans la salle sont prêts à décider, à prendre des choix, à poser des actes. On pourra parler de ce qu'a fait le Crédit Mutuel tout à l'heure. Poser des actes, ça veut dire voilà ce que je veux faire avec, voilà mon objectif ultime, et ensuite, qui est un objectif métier, soigner des gens, obtenir une restauration fonctionnelle, les guérir d'un cancer, etc. Et ensuite, je regarde ce que l'intelligence artificielle, ou qu'on préfère chez IBM appeler intelligence augmentée, m'apporte ou pas. Si ça ne m'apporte rien, je jette. Si ça m'apporte quelque chose qui est éthiquement discutable, je jette. Et si ça m'apporte quelque chose qui m'aide à faire mon métier, je garde. C'est aussi simple que ça. Alors, est-ce qu'on peut dire que, jusqu'à présent, et puis on reviendra sur la finance, mais je vais passer la parole à Guy avant, est-ce qu'on peut dire qu'avec algorithmes, intelligence artificielle, enfin, les outils dont nous disposons maintenant, permettent, de dessiner le champ des possibles le plus complet, bien plus qu'avant, donc de ne pas oublier une hypothèse. Donc on va vraiment dans ce qui permet de se rappeler du bateau du grand explorateur Charcot, c'est-à-dire on est dans le pourquoi pas, c'est-à-dire qu'on a tous les pourquoi pas, et on a le temps du choix, c'est-à-dire c'est le choix, le temps du choix et le possible. Donc c'est possible, le choix et le temps du choix. On peut dire dans un peu ce que vous aviez un peu dit en tout cas. Alors, je vais passer la parole à Guy parce que tu as beaucoup réfléchi à ces questions et notamment encore ce matin d'un article excellent dans Les Échos. Quelle est ta position, d'une part, depuis, comme ça, tu la rappelles rapidement, et puis, est-ce que tu penses qu'on avance un peu, ou est-ce que les crispations sont telles qu'on n'avance pas, et puis que, de l'autre côté, il y a sur le net, qui est quand même le lieu où on dit n'importe quoi, il n'y a pas des tensions en disant, voilà, il y a le complot général, il y a tout ce qu'on peut imaginer, les big pharma, big data, etc. etc. Où est-ce qu'on en est dans cette dynamique que tu as été un des premiers à guetter? Alors d'abord, algorithme, en bon médecin ayant fait du grec, j'ai longtemps cru que c'était un rythme qui faisait mal. C'est la claudication de hanche qui fait crack et qui fait mal à chaque fois. Tu vois, je me suis dit, il a fallu que je lise pour m'apercevoir que c'était fait que le nom d'un fameux mathématicien ouzbek du Xe siècle qui a été l'un des inventeurs de l'algèbre. Mais j'étais nul. J'étais vraiment nul. Bref, et en m'embarquant, comme un certain nombre d'autres chirurgiens, dans la robotique et le développement des outils qui sont de plus en plus numérisés, qui nous entourent, je me suis aperçu qu'effectivement, la machine, je fonctionne par algorithme. Un diagnostic, un médecin,
utilise des algorithmes pour faire son diagnostic. Il va chercher des éléments, il en élimine d'autres pour les agréger et peu à peu arriver à 2-3 hypothèses, et s'il n'est pas trop mauvais, prendre la bonne. Donc déjà, on est en compétition, ça c'est très clair. La machine va me remplacer très vite, parce qu'effectivement, elle ira chercher des hypothèses extrêmement rares auxquelles je ne peux pas penser, et elle m'aidera dans ce sens-là. Donc elle va probablement me faire le diagnostic. Elle est actuellement, avec IBM, vous êtes à l'égalité en termes de possibilités diagnostiques, du 98% de succès, si je crois bien. Vous êtes vraiment à l'égal quasiment. Dans le domaine de la recommandation thérapeutique en cancérologie, on a effectivement fait des comparaisons, dont certaines en double aveugle, et on obtient des taux de ce qu'on appelle concordance avec les réunions de concertation pluridisciplinaire, hein, donc les lieux de décision sur le traitement appliqué dans les hôpitaux, qui sont, selon les cas, de 75 à 96%. Tu vois, 96%, j'étais pas loin. Sachant au passage que si on prend deux hôpitaux différents, on n'a pas évidemment 100% de concordance. Et pourquoi ? Parce que Philippe l'a dit, il n'y a pas qu'une voie possible. C'est une question passionnante sur le champ de cette efficacité, parce qu'on a toujours dit la machine l'emporte sur le champion d'échecs. Mais on s'en fout, ça. On s'en fout. Mais On dans s'en fout des pour une domaines bonne précis, raison, dans des c'est domaines que c'est précis de la comme ça, parce que, pardon, mais pourquoi mais effectivement, bon, que Kasparov a été battu par Deep Blue et puis que Lissol a été battu au jeu de Go, très bien, mais parce qu'ils ont accumulé des millions, voire des milliards de parties, jour et nuit. Mais moi je joue aux échecs, pas bien peut-être, mais je joue aussi aux dames. Je joue au rami, au poker, à la belote, à la bataille. Et puis quand je joue, je peux parler à mon voisin ou ma voisine, boire un verre de whisky et me gratter le nez si je le veux en même temps. Je ne vois pas encore l'ordinateur ou le robot qui fera ça. Et puis, Donc il y a loin avant qu'il puisse, tu vas nous imiter. Et puis je te connais, tu vois les cartes des autres. Exactement. Donc non seulement on va quand même être considérablement aidé au point de vue diagnostique. Deuxièmement, au point de vue de l'indication du traitement, tu le disais, tu prends une tumeur du rein que tu biopsies parce que l'échographie monte une boule, on le donne à l'anatomopathologiste qui regarde et qui va nous dire c'est telle tumeur de tel stade, de tel grade. Mais comme on va regarder le génotype, ce n'est pas les 3 milliards de bases de ce génotype que je vais pouvoir analyser moi-même. Donc c'est la machine qui va me dire, voilà, par rapport à ce génotype, voici le type de traitement qu'il faut faire. Donc je vais déposséder de l'indication du traitement. Et puis, on est de plus en plus dépossédé de l'effection du traitement. Aujourd'hui, on télémanipule. Mais moi, j'ai envie de mettre au point un récepteur de prostate totalement automatisé, où l'homme ne jouera plus. Il aura simplement du CD de la volumétrie à détruire sur le scanner ou l'écho, et la machine fera tout ça. Et on sera dans des usines de traitement où il y aura 3, 4, 5 malades alignés avec un ingénieur opérateur qui surveillera les machines. On va aller vers ça. On n'échappera pas à ça. Parce que la machine n'est jamais crevée, n'est jamais dépressive, n'est jamais bourrée. Elle travaille 24 heures sur 24. Elle fait mieux, elle fera mieux pour des gestes très programmés sur des pathologies très simples. Tu es d'accord ? Oui, mais là, tu poses... La question de fond, c'est qu'on a fait une médecine sur la prouesse de l'acte technique. Là, maintenant, la prouesse, ça va être la prouesse du compromis. Exactement. C'est de trouver dans une complexité le bon sujet. Voilà. On va complètement changer notre donne. C'est pour ça que c'est un paradigme différent. La prouesse du compromis, tu veux parler du mariage ? Oui. C'est une histoire personnelle. Non, c'est une expérience multiple. C'est ce que je voulais dire. Non, mais on est Donc là-dessus. voilà, tu vois, C'est-à-dire, la question qui me passionne là, sur le titre, vous voyez bien, le titre de la table ronde, c'était « Que nous restera-t-il de la liberté ?» Va-t-on progresser en humanité ? Alors, je t'ai dit, donc le diagnostic, on va le perdre en grande partie. L'indication thérapeutique aussi. L'effection thérapeutique, pareil. Qu'est-ce qui nous restera ? Le plus beau, c'est la relation humaine. Parce que je ne vois pas un malade ayant un cancer se faire entendre par la machine, envoyé par SMS, voici, stade 2, stade 3, machin, ça a fait. Il dira très bien merci, il ira voir quelqu'un. Et c'est mon rôle de médecin. Parce que je garderai quand même une part d'expérience et une immense empathie. Il y a des petits signes que l'on connaît quand on est en consultation qui font que la personne, on ira vers tel ou tel traitement, tel ou tel choix avec elle. Ça, il n'y a pas une IA aujourd'hui qui pourra le faire. Donc c'est ce qui me reste. Alors c'est très petit, ça veut dire que c'est pour ça que ça a des conséquences énormes. C'est pas la peine d'augmenter le numerus clausus. On est fou. Dans 15 ans, c'est ça qui va se passer. Le temps qu'on forme les gamins, dans 15 ans, ils montent sur le marché, on aura des chômeurs, des médecins chômeurs, je te promets, des chirurgiens chômeurs.
Ça va aller très vite. Donc il faut réduire le nombre de médecins pour rester à cette décision ultime en partenariat avec les machines et les autres personnels qui travaillent avec nous. C'est ça l'évolution de la médecine. C'est une remise en question complète du médecin. Tout en haut, tu vois, le gourou, hein, qui est là, qui fait faire aux autres. Non, non, nous allons partager. Alors, oui. Nous allons partager. Je voudrais rebondir sur ce que Guy vient de dire, qui est une vision qui peut faire un peu peur. En même temps, on se dit, s'il conçoit bien ces robots, on va enfin faire des opérations de la prostate totalement efficaces. Hein. Je crois que ce n'est pas encore totalement le cas aujourd'hui. Mais il va quand même rester des choses. D'abord, qui va concevoir ces machines? Avec quelles connaissances? C'est toi, c'est tes équipes. C'est nous. Donc, il reste un rôle humain pour faire ça. Total. Deuxièmement, il ne faut pas croire que la machine va se débrouiller toute seule. Aujourd'hui, on est sur des intelligences artificielles qu'on décrit comme faibles, et on est très loin des intelligences artificielles fortes, dont je reparlerai 2 minutes tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont sous le contrôle des humains, elles sont faites pour accomplir un but extrêmement précis, et rien d'autre. La machine qui opérera de la prostate, elle ne va pas se dire « j'en ai marre de voir des prostates, je veux faire des implants silicone dans les seins hein ». Pourtant, ça peut être tentant, mais elle ne va pas pouvoir le faire. Donc, elle est assignée à son but, mais en même temps, il faut vérifier qu'elle ne dérive pas. C'est-à-dire qu'il faut vérifier qu'au fur et à mesure qu'elle fait son auto-apprentissage, puisqu'elle sera vraisemblablement auto-apprenante, elle ne dérive pas finalement en étant un peu moins bien. Et puis peut-être que Guy et ses équipes et ses collègues vont avoir de nouvelles idées pour encore rendre la machine meilleure. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler la maintenance de l'intelligence artificielle qu'ils vont faire eux-mêmes. Alors maintenant, je voudrais juste revenir sur l'intelligence artificielle. Alors attendez, forte. on va venir après Non, l'autre on thème, se parce que tutoie, ça hein. c'est clé. Oui, on se tutoie, mais je dis le vous général, Ah. tu vois. Enfin, je m'en tire comme ça. Et donc, parce que les autres aussi veulent aller sur cette question. Moi, je voudrais une question quand même que tu as posée, Pascal, tu as posé cette question. Je voudrais sur le vrai et le faux, quand même. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels il y a des sanctions, c'est-à-dire il y a des choses fausses, et puis il y a des choses vraies, et puis dans des domaines comme la finance, il y a du faux qui crée du vrai, évidemment, puisque c'est des catastrophes. Donc on est nous des vrais. Alors attends, une petite seconde, parce que comme je travaille sur La Fontaine, j'ai trouvé un truc formidable sur la relation entre le vrai et le faux. Écoutez ça, c'est dans le statuaire et la statue de Jupiter. Il était là l'année dernière, donc je voulais saluer Jupiter, car je n'ai pas abandonné toute idée de faire un jour carrière. Alors, voilà ce qu'il dit, voilà ce que dit. Voilà. Écoutez ça. Et après, tu réponds sur le vrai et le faux. Chacun tourne en réalité, autant qu'il peut, ses propres songes. L'homme est de glace aux vérités, il est de feu pour les mensonges. Alors, cher Gonzague, est-ce que, en tant que financier, tu n'es pas de feu pour les mensonges? Et feu, ça veut dire quelqu'un qui peut s'apparenter à une fin de l'existence. Alors, je suis ravi de pouvoir prendre la parole maintenant parce que je vous ai tous écoutés. Voilà. J'ai essayé aussi de réfléchir avant de venir, même si Einstein disait que, je crois qu'il classait le QI des traders dans la dernière catégorie, a priori comme étant un métier très détestable. Mais je vous rejoins sur beaucoup de choses. D'abord, on n'a pas parlé d'intelligence artificielle, mais on a surtout parlé d'algorithmes. Et c'est toujours la question. Un algorithme qui va aider. Et ça, je rejoins totalement. C'est ce qui fait certainement, je ne parlerai pas de la strate moyenne en termes de job est amenée à disparaître, comme chez nous dans la finance. D'ailleurs, si je peux faire un passage sur ce mot... Attends, le vrai, le faux, moi je ne vais pas te lâcher. Hein. Le vrai, le faux. Non. On va revenir après à la nouvelle. Ok, je reviens sur le faux. Je voulais te parler de disruption aussi, c'est-à-dire des conséquences, si tu veux. Qui est le Nokia de demain? Qui est le Polaroid avec Kodak de demain, si tu veux? Tu vois que le monde va de plus en plus vite, et ce que tu as au zénith peut s'effondrer demain et ne plus exister à cause de ce type de révolution, puisqu'on est passé d'une révolution technologique à la révolution numérique. C'est ça qui se passe dans le progrès. Maintenant, Philippe, je te rejoins totalement, je vous rejoins, et je vais sortir quelques mots. Intuition, émotion, sixième sens, conscience, subconscience. Mais ça, c'est pas possible, l'intelligence artificielle. Ou alors, tu répliques le cerveau, mais le cerveau, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas médecin, vous ne le maîtrisez pas encore. Mais attends, à quel banquier tu parles là? Non, mais je vais te donner un exemple. Je vais t'en donner deux, rapidement. Tout le monde se casse la tête sur ce qu'on appelle la courbe de Phillips. Quand tu fais de l'économie, tu apprends ça, c'est la relation entre l'inflation et le taux de chômage. Taux de chômage au plus bas, c'était la grande époque, revendication des syndicats,
indexation des salaires, bing, inflation. Tu n'as pas un pet d'inflation. Yellen, maman Yellen, Federal Reserve, se gratte la tête. Draghi ne trouve pas, personne ne trouve. Parce que tu as rupture. Il s'est passé quelque chose. Tu as une rupture dans le jargon de pattern. Mais ton ordinateur, aussi intelligent soit-il, parce que moi je reprends une définition du groupe Mann, qui dit 25% de mes actifs seront gérés par des ordinateurs dans lesquels je n'interviens plus et qui vont s'auto-apprendre d'eux-mêmes. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire ton ordinateur? Il va dire, oui, je constate qu'il y a une rupture, mais il n'a pas la solution. La solution, tu vas la trouver avec cette intuition, c'est Archimède, Eureka dans sa baignoire, c'est venu à ce moment-là, c'est pas venu avant. Et je donne juste un autre exemple très rapide. Quand j'étais à Londres dans un très grand hedge fund, ils avaient du quant, c'est-à-dire des algorithmes qui tournaient, puis ça tournait très bien sur l'Europe et les États-Unis, puis d'un coup, 2010, Dubaï, la Grèce, crise de l'euro, le truc s'effondre. Ils disent on va tout débrancher. Je discute avec le type de risque, je dis non. Ce qui est en train de se passer, il y a un doute sur l'Europe. Donc on remet une prime de risque, c'est-à-dire qu'à l'époque, tout était horizontal. Telefonica en Espagne valait le même prix que Deutsche Telekom en Allemagne, que France Télécom à l'époque chez nous, que, si tu veux, l'ensemble ou Télécom Italia. Et tout d'un coup, le marché commence à comprendre que, oui, mais en Espagne, je ne suis pas safe, c'est-à-dire je suis en situation délicate, donc je vais mettre une prime, je ne veux plus payer le même prix. Mais ton ordinateur, en intelligence, alors d'abord les systèmes de compte, on les a arrêtés, tout ça, je dis, voilà ce qui se passe, en me rappelant le bon vieux temps du Deutschmark, etc., des dévaluations. Je dis, ça, tu ne peux pas l'intégrer, parce que tu es devant un phénomène nouveau, tu as une rupture totale. Attends. Oui, on est d'accord. Moi, j'ai un autre exemple sur ce point qui est très très clair, c'est la question climatique. C'est-à-dire quand tu passes de 2 à 2,5, c'est pas du tout la prolongation de 1,5 à 2. Donc je ne vois pas comment ça n'a rien à voir. C'est un autre univers. Donc il va continuer à tourner avec sa logique de 1,5 de croissance et boum, on est dans un autre système. Et on voit sans doute ce qui est en train de se passer avec l'augmentation assez régulière de la température. Dès lors que tu rentres dans un monde nouveau, tu peux plus. On est d'accord. C'est un point très très fort. Mais la question du vrai, du faux, comment ça se passe quand même? Chez nous? Oui, chez toi. Oui, chez toi même. Écoute. Toi, dans ta vie. Oui, moi, dans ma vie. Non, je suis romancier, moi. Non, mais je t'en essayiste. prie. Tu peux écrire un roman sur des vies comme les nôtres. Alors, c'est difficile. C'est difficile. On est face à des marchés qu'on maîtrise beaucoup moins bien. Le Gonzague de 2008, qui avait fait une très belle performance, je ne peux pas la répliquer aujourd'hui parce que ce n'est plus du tout le même marché. Je ne peux pas traiter comme il y a 10 ans, il y a 20 ans. Je suis face à un alien qui modifie toute la donne. Il faut que j'essaye de m'adapter, sachant néanmoins qu'il y a une limite. Et que je reste sur l'idée, non pas que je sois quelqu'un d'extrêmement réactionnaire, je pense que quand on joue avec le feu, on se brûle. Tu ne peux pas éliminer les cycles de Kondratiev. Tu ne peux pas éliminer le concept de la bulle. Là, ils sont en train de le faire sur la Bitcoin. Allez-y, ça va faire très mal. C'est les cryptocurrencies, c'est complètement stupide. Tu ne peux pas éliminer toutes les bulles qu'on a vues sur les subprimes, si tu veux, en 2008, sur l'immobilier. On a rendu les... Tu vois, c'est des cycles. Pourquoi? Et je vais te décrire une chose. L'homme est ainsi fait. L'homme, c'est la masse. Il aime, il porte au zénith, il détruit et il met au feu. Keynes a dit 3 choses que j'adore. La seule certitude que tu as, on sera tous morts dans le futur. Ça, on ne le conteste pas, même en médecine. Ensuite, il décrit les marchés, c'est l'histoire de la laisse du chien. Il faudra pouvoir avoir la capacité d'être plus longtemps solvable que le marché ne sera irrationnel. Un marché, c'est un mouvement de foule et ça part dans les extrêmes. Ça, ton ordinateur, il ne pourra pas non plus. Ou alors, ils vont créer ce genre de mouvement. Alors, il nous reste 14 minutes 53 secondes pour savoir à quelle nouvelle étape on va passer. Et ça, on va... Parce que pour l'instant, on était au début, on ne parle même pas d'intelligence artificielle, on est dans des algorithmes plus ou moins sophistiqués. Quelle est la nouvelle étape maintenant? Est-ce qu'elle est bonne pour un surcroît d'humanité ou comment ça va se passer là? Ou est-ce qu'il y aura un remplacement? Est-ce que ce n'est pas à l'augmenter, comme on vient de le voir, avec l'augmentation des possibles et des choix? Ou est-ce que c'est l'homme remplacé? C'est ça qui est intéressant. Alors, comment tu vois les choses? Déjà, moi... Pardon. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est que l'intelligence artificielle forte, autoconsciente, aujourd'hui, il faut être clair, ça n'existe pas. Ça sert qu'à une chose, ça sert à créer des nouveaux métiers, le métier de futurologue tragique. Alors ça, c'est super. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas le faire, parce que j'ai l'impression que ça gagne bien. Mais en dehors de ça,
on n'en est pas là. Non, mais c'est assez formidable parce que, en fait, que tu sois futurologue ou passéiste, si tu rajoutes tragique, ça vend. Par définition, oui. J'ai des noms. Mais si je Il peux y a me beau- permettre- il y a- Eric, c'est comme à l'époque de la bulle .com. Tu mettais .com, ta boîte valait 10 fois le prix. Aujourd'hui, tu mets je fais de l'AI ou IA, peu importe, ça y est. Continue. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Chez IBM, on préfère parler d'intelligence augmentée et pas artificielle, justement parce que c'est un choix de société. C'est un choix qu'on propose à la société dans son ensemble, et c'est le choix de l'entreprise de dire on veut concevoir des outils en médecine ou dans d'autres domaines qui soient à l'attention des professionnels et qui leur permettent de travailler plus intelligemment et, comme on l'a dit, de libérer du temps pour exercer leur propre intelligence. Donc on va libérer une partie du cerveau gauche sur des tâches intellectuelles, automatisables, rationnelles, etc. Et on va aussi libérer du temps au cerveau droit qu'on a juste complètement oublié, pas mal dans la médecine. Hein. Toi, tu en parles un petit peu parce que tu es sensible à ça, mais globalement, hein, on va dire macroscopiquement, on est allé dans une médecine très technologique, et c'est une bonne chose parce qu'on a fait plein de choses avec, mais peut-être que maintenant on pourrait renvoyer un peu le balancier dans l'autre sens et se dire, on prend le temps de se poser, on prend le temps de respirer. Moi, j'aimerais bien, dans l'idéal, offrir aux médecins des systèmes qui leur permettent de prendre 10 minutes de pause, 3 ou 4 fois, dans leur journée, pour faire ce qu'ils veulent, pour respirer, pour méditer. Alors, c'est peut-être baba cool, hein, mais il y a peut-être quelque chose à tenter avant de dire que c'est baba cool. On peut expérimenter en médecine. Ce qu'on aime, c'est faire l'expérience et puis tirer les conclusions après et pas avant. Essayons ça. Faisons, je ne sais pas moi, de la respiration consciente, de la cohérence cardiaque. Et puis on voit ce que ça donne. On voit si avec ça, on a à la fin des patients, on a parlé de la mesure de la satisfaction des patients, qui sont plus satisfaits quand ils sortent. Même si le traitement n'a pas changé. D'ailleurs, il se peut qu'il ait changé aussi, hein, entre parenthèses. Mais peut-être qu'ils auront eu une meilleure expérience patient. Non, mais tu parlais et demain, mais demain, il faut s'y mettre tout de suite. Donc je pense qu'effectivement, demain, il y a déjà des expériences qui existent. On est très en retard en médecine. On ne peut pas imaginer que dans l'ensemble de nos établissements, on ne se dise pas comment on introduit ces nouvelles possibilités, que ce soit à travers la recherche, que ce soit à travers la clinique comme classique, que ce soit à travers la formation. On ne peut pas, il faut s'y mettre. Je pense qu'on a une vraie... Demain, il faut repenser nos programmes d'études. Je sais que les doyens y ont commencé à travailler. Arrêtons d'être de juger sur de la connaissance. Le champ de la compétence est absolument essentiel, absolument essentiel. Je vous fais en référence, allez regarder ce que font les Canadiens ou d'autres sur CanMed. Quoi les compétences dont on aura besoin pour pouvoir gérer cette approche qui est une approche forcément différente et extrêmement humaniste. Et je crois que franchement, on va arriver. C'est vraiment intéressant. On est dans ce tournant. Et c'est intéressant de quelqu'un d'IBM qui nous dit on est dans une vision probablement d'une médecine différente. Oui, on est dans ce virage-là. Et donc la question, c'est comment on le prend. Alors, ce n'est pas qu'en formant que les étudiants, c'est qu'on a un vrai problème collectif au niveau des décideurs, et en particulier des équipes médicales, de se dire quelle médecine on veut. Quelle médecine on veut. Cette médecine, cette industrialisation, enfin, va nous permettre de faire une réelle médecine individuelle, une réelle médecine sur mesure. Le colloque singulier n'est plus un colloque singulier individuel, c'est un colloque singulier collectif avec un patient. On voit bien qu'on a des paradigmes fondamentaux qui changent. Et donc notre enjeu, immédiatement, c'est de se dire, après Cham, comment on est capable collectivement de pouvoir passer cette cap-là. C'est ça, c'est demain. Et ça nous permettra à ce moment-là de travailler sur l'usage. Finalement, l'intelligence artificielle, quel usage on en fera pour cette conception que l'on a du soin. Et alors, je voudrais juste rajouter en une minute quelque chose pour compléter ça, c'est que c'est un peu comme l'Europe, hein. Les outils ne sont pas porteurs des choix, hein. Les outils sont neutres par rapport aux choix. C'est donc à nous, collectivement, de décider ce qu'on en fait. Si on prend un système d'aide au diagnostic, qu'est-ce qu'on va en faire? On le met en premier avis, c'est-à-dire il n'y a plus que ça, et puis basta, il y a 5% d'échecs, c'est pas grave. On le met en deuxième avis, pour compléter là où on n'avait qu'un premier avis, ou on le met en deuxième avis, là où il y avait déjà deux avis, pour remplacer un être humain et en garder un sur les deux, ou bien est-ce qu'on le met en troisième avis en plus des deux autres avis? Tout ça, c'est possible. Donc c'est à nous d'organiser ça et de faire les choix qui correspondent. Demain, le droit. Alors demain, le droit, vous me posiez la question tout à l'heure, je pense qu'en une heure, j'ai trouvé plein de réponses et plein de possibles. Alors imaginons Ross, le super procureur, qui appelle à la barre Watson, le médecin. Ross, le super procureur, il ne connaît pas le droit des algorithmes, il ne connaît pas le droit de l'intelligence artificielle.
Pourquoi? Parce que dans ces analyses de données structurées, les réponses sur des problématiques nouvelles comme celles que vous allez avoir en médecine, il ne les a pas. Donc on va avoir un procès avec un procureur intelligent, qui sera Ross, avec un nouveau système d'intelligence, si ce n'est artificielle, à tout le moins augmenté, et nous, les avocats, des futures problématiques qui vont se poser, auxquelles on n'a jamais eu à répondre pour l'instant, la machine au service de l'homme, l'homme au service de la machine, et tout un régime de responsabilité derrière qui va en découler. Alors dans 5 ans, qu'est-ce que l'avocat, qu'est-ce que j'aimerais être? J'aimerais être à la cour d'assises pour le premier procès de Watson, pour pouvoir défendre Watson, peut-être contre IBM, que j'appellerais en garantie, considérant qu'il a mal été programmé, peut-être contre les médecins. Eh bien, allons-y. Peut-être contre les médecins, en considérant que finalement, les données qui ont été communiquées avaient un certain nombre de fakes, et qu'à cause de ces données, la lecture algorithmique n'a pas pu se faire correctement, et du moins pour réussir à démontrer que cette intelligence-là, elle est totalement liée à l'homme et à l'apport que l'homme peut y faire, et que du coup, Watson ne pourrait être ou ne sera certainement pas responsable des fautes qu'on pourrait commettre et qui pourraient avoir un impact sur la vie pour vous de vos patients. Bon, ben, on Je voudrais un prend- droit de réponse en une minute, là aussi. Oui, bravo. Super. Oui, vas-y. La manière dont fonctionne aujourd'hui ce qu'on a avec Watson, en médecine, en oncologie par exemple, on exploite un ensemble de corpus médical, donc toutes les publications dont on parlait tout à l'heure, les milliers de publications qui sortent dans PubMed tous les jours, donc pour nous c'est en cancérologie. Au passage, on a des êtres humains qui font un travail qui sont ceux de notre partenaire, le Memorial Sloan Kettering à New York, qui va faire ce qu'on appelle une curation des données pour éviter de mettre dedans les fameuses publications dont on parlait tout à l'heure, qui sont entre guillemets vendues et qui n'ont pas de valeur scientifique. Donc ils font ce travail. Ce travail est forcément subjectif, mais au moins on dit que c'est eux qui le font, donc chacun peut se prononcer pour estimer que c'est valable ou pas. Donc il prend ces données, il prend les données du patient, et avec ça, de manière probabiliste, il va suggérer des traitements. Donc d'abord, il n'en suggère pas en général qu'un seul, mais plusieurs, et il peut y en avoir plusieurs qui sont d'une efficacité voisine. Ce sera au médecin de faire son choix, d'exercer son choix. Pour rappel, les professions médicales sont les seules qui ont le droit de prescrire. Aujourd'hui, il n'est pas question que des algorithmes prescrivent. Et faisant son choix, il le fera vraisemblablement avec le patient, en discutant des effets secondaires et tout un tas d'autres choses. Et il aura un peu plus de temps pour ça, donc tant mieux. Mais ce que fait Watson aussi, c'est qu'il présente ce qu'on appelle les évidences en anglais, donc les preuves de son raisonnement, c'est-à-dire qu'il présente les articles sur lesquels il s'est appuyé. Et c'est bien la responsabilité du médecin, s'il a un doute, de regarder quelles sont ses preuves, quels sont ses documents, et d'exercer sa compétence professionnelle pour valider ou non le document. Donc, Marie, dans le procès, je vais prendre le rôle d'avocat de manière complètement fictive pour défendre IBM et te dire que si tu as été conduite à appliquer des décisions produites par Watson sans avoir regardé sur quel document il s'était appuyé alors qu'il te les présente, eh bien, de mon point de vue, c'est de ta faute. Mais c'est bien. C'est bien, Mais bravo. c'est bien ce que je te D'accord. disais par ailleurs. Alors, attends. Alors, demain le banquier. Demain, le banquier. On a deux Je choix. voudrais juste dire, Oui, tu as non, mais la vue 30 secondes en pour même tu- pas 5 secondes. Je pense à la machine au service de l'homme et non pas l'inverse. Non, mais d'accord, mais demain, le banquier. C'est Oui. quoi demain, le banquier? Comment tu vois le banquier dans 5 ans, toi? Ah, Gonzague, Gonzague dans non, 5 mais ans. c'est le CEO de Deutsche Bank. Si tu l'écoutes, 50% de Deutsche Bank disparaît, si tu veux. C'est toute une restructuration. C'est notre métier. Un paquet de gens Est-ce sont que tu te en fais train de encore disparaître. plaisir? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Ah, il faudra faire des machines qui fassent rigoler. Mais Et bien voilà, Ça, alors, oui, mais des vrais jokes. Mais Ben, ça c'est marche pas évident. pas. Ça marche ça marche pas. pas. Voilà, Il vaut mieux C'est con un ordinateur. tragique. il vaut mieux Mais oui. cloner Guy Mais Valentin un pour patient te fait rigoler. plaisir encore. Voilà, je veux bien. Tu me pousseras Voilà, mais et j'irai. ça a changé. Mais ça C'est passera. le rôle de l'humain. Sur l'aspect financier pur, je peux me tromper, je ne suis pas un Cassandre, ça fait 32 ans que je fais ça. Je pense que ça passera par une bulle qui éclatera. Et derrière, comme d'habitude, les autorités débarqueront, réguleront, et on aura la machine au service de l'homme et pas la machine qui court tout seul et qui déforme tout. Mais dans les domaines beaucoup plus concrets que sont surtout la médecine, je partage tout à fait l'idée que vous avez développée, c'est, même si je n'ai pas de connaissances dans ce domaine-là, sur la machine véritablement au service de l'homme, sous forme d'algorithme, et je ne vois pas en quoi l'intelligence artificielle pourra remplacer ce que tu citais sur le feeling que tu as quand tu vois un patient, sur sa façon de parler, de se déplacer, la machine ne pourra pas l'avoir.
Alors peut-être, pardon, juste un truc, parce que dans ce système-là, tu sais, tu connais comme moi la plasticité de nos cerveaux, et certains chercheurs, Surtout neurologues, s'inquiètent en se disant, mais au fur et à mesure qu'on fout la mémoire à côté, qu'on fout le calcul à côté, c'est autant de neurones qui jouent plus leur rôle. Donc c'est peut-être l'homme qui risque de se diminuer, plus la machine qui risque d'augmenter. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est une autre possibilité, c'est qu'on hypertrophie notre cerveau droit, celui de l'émotion, de la création, en réduisant notre cerveau gauche. Tu sais que ont été fait des IRM chez les chauffeurs de taxi de Londres pour regarder l'hippocampe, qui est une des grosses zones de la mémoire. Et ils ont vu que chez les vieux chauffeurs qui connaissaient toutes les rues, l'hippocampe, elle était mouse comme ça, au milieu du cerveau. Chez les conducteurs de VTC, elle était grosse comme ça. Et alors, il faut en avoir une plutôt. Ça va à une grosse vitesse. une grosse droite. Le cerveau de nos enfants n'est pas le même que les nôtres, car avec les outils qu'ils utilisent. Donc, il faut bien se méfier de cette évolution dont on ne sait pas ce qu'elle deviendra. Est-ce que tu peux, en les 3 minutes qui nous restent, demain la formation? Ben, c'est ce que disait... Oui, mais on a un point. Parce que moi, ce qui me frappe de plus en plus, c'est que le monde des spécialistes qu'on a connus, c'est ce que tu dis, est dépassé. Le monde, ma conviction absolue, c'est que on est dans un monde religieux, sans transcendance, un monde de recueillement et de lien, au sens étymologique latin. Au terme de religieux. C'est-à-dire que les idées générales balayées, la culture générale nécessaire. Tu peux aller un tout petit peu plus loin parce que tu as beaucoup réfléchi sur la formation. Oui, la formation. On voit bien, donc on utilise de plus en plus les simulateurs, on en a parlé un petit peu avant, qui nous aident véritablement, ce qui va nous gagner du temps en termes de durée des études. On va se réduire de 2 ou 3 ans les durées d'études, c'est évident. Je ne sais pas pourquoi on est encore à faire tant d'études en médecine pour faire croire qu'on est plus fort que les autres. Tu formes des ingénieurs les meilleurs en 4 ans. Il n'y a pas besoin de mettre 12 ans pour former un médecin. Donc c'est la première chose. Et puis surtout, il va falloir apprendre à jouer de ces machines. Et ça, ce n'est pas la formation des étudiants, c'est l'éducation dès le jeune âge. Pas forcément en mettant les gamins à n'importe quoi, à les laisser avec des tablettes, ça les rend cons. Hein. Et les plus grands gourous de la Silicon Valley refusent que leurs enfants touchent un ordinateur ou une tablette avant l'âge de 6 ou 7 ans. Hein. Donc tu vois, ça pose des problèmes. Comment les enfants vont apprendre à jouer de cet instrument, hein, qui peut être aussi un danger qu'une chance pour eux. Donc c'est pas facile. Moi, j'ai pas la clé, il faut demander à Blanquer. Très bien. Donc, il a eu raison. Exactement. Et tu peux annoncer sa venue l'année prochaine. L'année prochaine, on va dire à Blanquer, il va nous parler d'éducation numérique. Bon, écoutez, je vous remercie. J'en tire les conclusions suivantes. 2 renversements et 3 transferts. Le premier renversement, c'est plus d'artificiel accroît l'humain. C'est pas intuitif. Le deuxième renversement, c'est plus d'industriel accroît le singulier. C'est pas non plus intuitif. 3 transferts, qui est diminué, qui est augmenté et qui est remplacé. Est-ce que ça peut être un des éléments de synthèse de notre affaire? Absolument. Très bien. Alors je vais vous expliquer maintenant pourquoi je suis passé par les insectes. Voilà.